Dans le fond, je ne regrette rien de ce que j'ai dit, la forme est peut-être perfectible et mes réponses n'étaient peut-être pas optimales. Néanmoins, pour une première fois, je pense avoir amené certains arguments et posé certains sujets considérés comme tabous sur la table. Si Gérald Darmanin aujourd'hui annonce étudier la dissolution de Génération Identitaire, c'est évidemment parce qu'il est énervé que nous ayons pointé du doigt son incompétence en matière de sécurité des Français et que notre action ait eu un certain succès. Ce qui se passerait, c'est que nous continuerions le combat, peut-être sous une autre forme, nous ne savons pas exactement très bien. Néanmoins, nous restons tout de même optimistes vis-à-vis de cette potentielle dissolution parce que le dossier est complètement vide. Il y a relativement peu de chances pour qu'ils parviennent à notre dissolution. Néanmoins, s'ils y parviennent, ce sera donc évidemment pour des raisons idéologiques puisque nous n'avons strictement aucune raison valable d'être dissous. D'une part, on va taxer Génération Identitaire de tous les maux, de tous les vices. Par contre, quand il s'agit de Cédric Herrou, qui lui pour le coup enfreint réellement la loi parce qu'il agit comme passeur de migrants, qui les fait traverser illégalement les frontières pour les ramener en France, là à ce moment-là par contre il est glorifié, élevé comme un défenseur des droits humains. Par contre, les identitaires qui veulent défendre leur peuple, qui est littéralement assassiné par l'immigration, que ce soit à cause des attentats islamistes ou même je veux dire, tous les exemples qu'il y a eu cet été, que ce soit Axel Dorier, Philippe Monguillot ou autres, là, à ce moment-là, nous n'avons pas le droit. Moi, la question légitime que je me pose, c'est à partir de quel moment, à partir de quel moment on n'a pas le droit de défendre les siens, ce qui est tout à fait normal, en fait, dans toute société, de défendre les nôtres avant les autres. C'est une émission qui a une large audience, et qu'il est important en tant qu'activiste d'amener nos thèmes dans le débat public, et justement c'était l'émission qui s'y prêtait, même si ce n'est pas une émission de débat, puisque c'était plutôt un lynchage médiatique à mon égard. C'est vraiment la fosse au lion, si je puis m'exprimer ainsi. Donc leur but à eux n'était pas vraiment que je présente Génération Identitaire, néanmoins je pense qu'il était important de le représenter, de parler de nos thématiques, et vu l'écho médiatique que ça a eu par la suite, je pense que c'était un véritable succès, puisque l'émission Balance ton poste a battu ses records d'audience de la saison par notre venue, et également le sondage de fin a révélé que 70% des Français, ou en tout cas qui regardaient l'émission, qui ont répondu au sondage, étaient contre la dissolution de Génération Identitaire. Donc ça prouve bien que dans leur petit monde élitiste parisien, ils sont complètement déconnectés de la réalité, que la véritable immigration, ils ne la côtoient pas, et que les Français, au contraire, sont plutôt derrière nous. Régulièrement à Toulouse, nous nous entraînons à la prise de parole, au média training entre militants. Donc juste avant l'émission, moi j'ai filé chez un camarade militant pour qu'il m'entraîne une dernière fois. Après, il n'y avait pas de préparation en tant que telle ou de discours prémâché, contrairement à ce qu'ils ont pu dire sur le plateau. Après voilà, moi j'ai relativement peu d'expérience par rapport à ces personnes qui avaient fait 40 ans de télévision, donc c'était facile de leur part de m'attaquer là-dessus. Néanmoins, je pense ne pas m'être ridiculisée. Dans le fond, je ne regrette rien de ce que j'ai dit, la forme est peut-être perfectible et mes réponses n'étaient peut-être pas optimales. Néanmoins, pour une première fois, je pense avoir amené certains arguments et posé certains sujets considérés comme tabous sur la table. C'est vrai déjà que la venue d'Yacine Bellatar m'a été annoncée à peine 10 minutes avant le début de l'émission, donc je savais que ça n'allait changer en rien de l'ambiance un peu pleine d'animosité qui serait sur ce plateau, donc cela ne m'a pas déstabilisée. Pour autant c'était tout de même une surprise, et c'est vrai que de les voir tout le temps eux à l'écran et puis me retrouver en face d'eux, qu'ils m'appellent par mon prénom, qui s'adressent à moi, c'est vrai que c'est un sentiment très étrange, et le sentiment encore plus étrange était celui quand je me trouvais dans les coulisses, que je voyais mon visage à l'écran, qu'ils annonçaient ma venue et qu'ils étaient tous là en train de débattre sur oui ou non, est-ce qu'il fallait m'inviter, et me caricaturer complètement. Donc alors que moi qui suis qu'une simple militante, une étudiante toulousaine, c'est vrai que ça faisait... ce décalage-là était assez surprenant. C'est des attaques très médiocres, basses, que de la mauvaise foi, évidemment empreintes d'idéologie, ils refusent de voir la réalité. D'ailleurs je pense qu'ils savent au fond qu'ils mentent, mais voilà, de toute façon
C'était pas un débat, il n'y avait pas de réel échange d'arguments, c'était qui allait pouvoir développer ses arguments le mieux et être le plus convaincant, mais bon, le camp adverse, de toute façon, n'est pas du tout dans l'écoute. Dès le début, oui, je me fais couper la parole directement, il me pose une première question, j'ai à peine le temps de prononcer 3 mots que il me dit mais qui êtes-vous, vous, etc. Donc dès le début, je me suis dit bon, si ça va être ça tout le long de l'émission, ça va être compliqué d'en placer une. Néanmoins, je pense que j'ai gagné en assurance et en crédibilité au fur et à mesure que l'émission se poursuivait. J'ai quand même si bien sûr je n'ai pas pu développer autant mes arguments que je l'aurais voulu, puisqu'il me coupait systématiquement à chaque fois que j'allais dire une punchline ou quelque chose d'assez marquant, il le sentait, il faisait exprès de faire du brouhaha, de couvrir ma voix pour que mes arguments soient moins impactants. Bon, ça c'est une chose, mais il y a quand même plusieurs séquences qui ont beaucoup tourné, notamment celle où je dénonce l'origine des jeunes hommes qui font du harcèlement de rue envers les femmes françaises. Et également, j'ai quand même fait un certain déroulé sur la remigration, qui est vraiment une thématique clé chez les identitaires. C'est vraiment l'aboutissement de 10 ans d'existence de Génération Identitaire, de pouvoir parler de la remigration en prime time devant 800 000 téléspectateurs et expliquer clairement ce que c'est, démocratiser nos idées. Donc ça, je pense que c'est véritablement une réussite. Alors avant de passer sur le plateau, j'ai croisé notamment Éric Nolot et puis aussi Yann Moix. Alors ils n'ont pas dressé la parole, ils n'ont même pas dit bonjour. Moi je suis restée souriante tout du long, de toute façon j'étais beaucoup trop stressée pour me prêter à leur petite querelle ou leur jeu de regard désagréable. Mais la production a été très aimable avec moi, ça je dois le reconnaître. Et j'étais vraiment très concentrée. Il y a Jean Messia qui est venu me voir avant que je passe sur le plateau, qui m'a donné quelques petits conseils, puis qui m'a fait une tape à l'épaule et qui m'a dit vous en faites pas Thaïs, de toute façon je suis là, vous allez voir, ça va être Hiroshima sur le plateau, on va sortir l'artillerie lourde. Donc ça j'étais déjà assez rassurée d'avoir un soutien potentiel sur ce plateau. Après voilà, encore une fois, moi je suis restée toujours très aimable. J'ai même discuté un peu avec Benjamin Lucas avant de passer sur le plateau sans savoir que c'était lui. Une fois les caméras éteintes, pour le coup, par exemple Cyril Hanouna, lui il s'est montré très correct, il m'a demandé si tout allait bien, il m'a dit vous en faites pas, après la pause pub vous allez pouvoir davantage parler, il nous a dit au revoir aussi de manière très correcte. Ce qui a vraiment été fondamental pour moi je pense, c'était de garder le sourire et de garder mon calme même face à ce qu'il proférait de mensonges et de calomnies, parce que finalement ce qui a assez contrasté à l'image je pense, c'est leur animosité en face et mon calme. Nous sommes venus là pour parler des vrais débats, des vrais problèmes, et qu'on vienne me demander une question sur ma vie privée, j'ai envie de dire en quoi ça les regarde. Et puis tout simplement, il y a des personnes qui préfèrent les roux, d'autres qui préfèrent les blondes, j'en sais rien. Moi il se trouve que je préfère les Européens, et puis je ne regrette en rien la réponse que j'ai faite. Voilà, tout simplement, j'ai envie de leur dire est-ce que je vous demande à vous ce que vous faites dans votre vie privée? Non. Je maintiens ce que j'ai dit sur le plateau, à savoir que je préfère dire vive la France. Les valeurs de la République, c'est un fourre-tout dans lequel on met n'importe quoi. Des valeurs par essence, c'est changeant. Parce que est-ce qu'on va reprocher à des nostalgiques de l'Empire ou de la monarchie et on va leur dire ah mais vous faites trembler l'ordre de la République? C'est absurde. Chacun peut plus ou moins soutenir tel ou tel régime sans forcément menacer la stabilité de notre pays. Nous, en revanche, ce qui menace la stabilité de notre pays, c'est l'immigration, c'est l'islamisation. Et quand on a en face Carole Delga ou Karim Zeribi qui nous font un déroulé sur les valeurs de la République, qui sont l'accueil, le sans-frontiérisme, il est évident que je n'allais pas dire vive la République sur le plateau. Je préfère dire vive la France éternelle, celle qui a des racines profondes, qui existait avant la République, qui existe après. La République n'est qu'un régime. Nous, ce que nous défendons, c'est notre identité avant tout, et pas un régime politique. Très simplement, c'est pour faire de l'électoralisme islamiste comme le sont capables de le faire des politiciens de chez LR ou de chez La France Insoumise. Cela ne nous intéresse pas, nous restons intègres et tout simplement nous sommes sur le terrain activiste, les partis politiques sont sur le terrain électoral, ils peuvent être complémentaires mais ils sont très différents et je ne vois pas en quoi nous aurions l'obligation de nous présenter à des élections. Ça m'a amusée parce qu'évidemment je n'ai pas les épaules pour me présenter à une présidentielle et je suis bien jeune. D'ailleurs c'est pas du tout dans les projets, je n'en suis pas là. Néanmoins ça révèle que les Français ne se retrouvent pas dans les partis politiques présents sur l'échiquier et qu'ils attendent vraiment une véritable alternative identitaire.
Et voilà, ils essaient de trouver un petit peu des profils qui peuvent correspondre à leurs idées. Je pense que ça révèle un malaise des Français vis-à-vis du système électoral, puisqu'ils ne se retrouvent pas dans les urnes, ils ne vont pas voter. Il y a beaucoup d'abstention parce que les thématiques qui leur tiennent à cœur, on n'en parle pas assez. Je pense que le Rassemblement national gagnerait à être plus offensif sur les thématiques de l'immigration. Mais évidemment, bon, j'ai été très touchée parce que ça révèle aussi un véritable soutien des gens qui nous suivent. Oui, j'ai reçu beaucoup de menaces et d'insultes. En revanche, je ne suis pas dans la provocation. Moi, tout simplement, ce que je souhaite, c'est défendre les miens. Et donc, je ne réponds pas à leurs attaques basses. Et finalement, toutes ces attaques nous font perdre plus de temps qu'autre chose. Donc, tout simplement, il faut les ignorer, parce que l'ignorance, c'est le meilleur des mépris. Donc, je ne me considère pas comme la nouvelle Mila, même si c'est vrai que les insultes que je peux recevoir étaient peut-être similaires aux siennes. Néanmoins, moi, je ne bénéficierai pas d'une protection policière. Plutôt 2 fois qu'une, oui. Une fois que je suis sortie, la tension retombant, je me suis dit j'ai hâte d'y retourner, j'ai hâte de renouveler l'expérience, d'être meilleure en débat, de mener à mieux ce combat, pouvoir mieux défendre mes idées. Et vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de renouveler ce genre d'expérience.